Bienvenue à la grande édition du Journal du Soir. Voici les titres. La concurrence des produits importés continue de faire rage au Bénin, notamment sur le marché de l'ameublement. L'achat des meubles usagés importés a pris le pas sur les meubles locaux avec d'énormes manques à gagner à l'économie nationale. Ce sont de véritables poumons pour la planète Terre. Malheureusement, les océans sont aujourd'hui sous la menace sans précédent du fait de l'action humaine avec de graves conséquences sur les activités économiques. Enfin, être agent de sécurité est un métier complexe qui nécessite de grandes qualités professionnelles. Au Bénin, des sociétés font recours à ces agents pour la sécurité. Comment travaillent-ils? C'est à découvrir. À nouveau, bonsoir. Je le disais dans les titres, les produits fabriqués localement continuent d'être abandonnés par les populations. Pour des raisons diverses et multiples, la consommation du Made in Bénin n'est pas encore entrée dans les habitudes. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux Béninois préfèrent les meubles importés que ceux produits justement localement. Une attitude qui n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. C'est du moins ce que nous dit Rodrigue Bababito à travers ce reportage. Il faut au moins 180 000, 200 000 euros à moi. Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer et pour cause, la préférence des Béninois pour les meubles usagés importés. On ne vend plus comme on le devrait. On est obligé de revoir les prix à la baisse. Depuis que j'ai commencé ce métier, on vend les lits entre 25 et 30 000 et c'est toujours au même prix actuellement. Si c'est trop, c'est 40 000. À quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les Béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer. C'est son constat. Tout ce qu'ils ont amené là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients vont commencer par demander qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là. Si leur truc ne finit pas, ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne durent pas comme ce que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici n'ont pas, ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour renchérir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si par contre ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laissent au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, moi j'aime ça. J'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment ils s'arrangent à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas, avant de venir acheter ça à mettre chez moi. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui a acheté le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron. Alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. On doit arrêter l'importation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur deux plans. Le premier point, c'est de taxer plus fortement les produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent des meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux dans les administrations.
Vous ne le savez peut-être pas, mais au cours des années, les activités humaines menées dans les océans et à proximité ont augmenté de manière exponentielle, entraînant de graves conséquences pour l'état de l'environnement marin. Les scientifiques constatent que la santé des océans se dégrade plus rapidement que prévu, ce qui a un impact important sur les activités économiques menées par les femmes. L'enjeu, désormais, est la place des femmes dans la gestion des océans. Suivons cet océanographe Zachary Sow. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer, même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons, dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes disons intellectuels par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu, mais par contre, nous avons les mareyeuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous aussi, notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. On parle à présent de ce métier complexe et risqué qui nécessite de grandes qualités pour l'exercer. C'est le métier d'agent de sécurité. Aujourd'hui, il n'est pas rare de remarquer à l'entrée de plusieurs structures et sociétés la présence des agents de sécurité privés. Quelle est donc leur utilité et comment vivent-ils leur métier? Joseph Bonkedotou a fait une incursion dans l'univers des agents de sécurité privés. Suivons plutôt. Des galons aux épaules, de la matraque et du sifflet. Shérif a tout d'un policier, mais en réalité, il n'en est pas un. Lui exerce dans la sécurité privée. Comme shérif, ils sont nombreux ces agents de sécurité privés positionnés devant les maisons, les magasins, les boutiques, voire les institutions. On est là pour surveiller le restaurant. On est là pour garder les voitures, c'est les motos. Les clients, s'ils sont venus ici pour faire du retrait, on ouvre la porte pour eux. Nous sommes là pour sécuriser tout simplement ici. Pour bien assurer les responsabilités qui leur sont confiées, ces agents de sécurité disposent d'un horaire de travail bien planifié et des instruments de travail sensibles. Nous travaillons tous les jours de 6h à 18h, sauf mardi. Si tu viens à 7h, tu descends à 19h. Moi, c'est le mercredi que je me repose. Ici, nous avons mis toutes les dispositions pour que les motos ne soient pas volées. Parce que nous sommes deux agents ici, il y a un qui reste en haut et un en bas. D'autant plus que celui qui reste en bas surveille les motos et celui qui reste en haut, lui, voit de loin. Avec le sifflet, par exemple, quand un client veut garer, tu vas l'aider à garer. Par exemple, s'il veut monter sur la voie, tu arrêtes les voitures qui viennent de gauche comme à droite, puisque lui, il rentre dedans. Ils sont souvent victimes de discrimination et d'agressions de toutes sortes. Il y a un monsieur qui est venu ici avec sa voiture. Il m'a beaucoup menacé, mais par la grâce de Dieu, je l'ai fait calmer, puis il est parti. Nous ne sommes pas considérés. Quand on voit cet habit, tu portes cet habit, tu n'es pas considéré dans la vie. Si certains se contentent de leur salaire, d'autres par contre estiment que les revenus ne sont pas proportionnels aux efforts fournis. Il n'y a pas de sous-métier, parce que avec le peu que je trouve,
je garde ma famille avec mes enfants et c'est pas mal. Les salaires sont précaires à tous les niveaux. Les salaires sont précaires tout le temps, puisque au niveau sécuritaire aussi, les salaires sont maigres. Ça n'atteint même pas au SMIC. Ça n'atteint même pas aussi, mais on essaie de gérer. Nos clients qui viennent ici, c'est grâce à l'accueil que nous les réservons. Quand ils marchent en partant, ils nous donnent quelque chose, nous essayons de joindre les deux pour gérer la maison. Moi, je suis venu ici pour gagner quelque chose, pour gagner ma vie quand même. Le salaire, jusqu'à DAS 5, DAS 6, c'est déjà prêt. Un métier difficile, parfois mal perçu, mais dont l'importance est indéniable. Les agents de sécurité privée comblent un vide et aident à assurer la sécurité des personnes et des biens. Hors du Bénin, allons à la découverte de ce quartier de la banlieue dakaroise, le quartier Wakam. À l'origine, c'était un village peuplé de lébous venus du Jolof. Transfiguré par l'urbanisation galopante et sous ses atouts modernes, Wakam a su préserver son trésor traditionnel. Voyage au cœur de l'un des principaux villages lébous de Dakar à travers cet élément réalisé par nos confrères de la RTS. Tel un labyrinthe, c'est le vieux Wakam. Ceux qui ne s'y retrouvent pas peuvent se faire accompagner. Notre guide, Ismaïla, est professeur de lettres à la retraite, notable à Wakam. Pour en savoir plus sur ce village traditionnel lébou, il nous mène dans la concession d'Ndoyen, là où tout a commencé. Avec Ali Ndoye, qui est le fondateur de Wakam. Là, essentiellement, habitent des gens qui s'appellent Ndoye. Wakam, on dit Wakam. Est-ce que le nom originel n'était pas Kam? Et ceux qui habitent Kam, on les appelle Wakam, comme on dit Ndakaro. Il y en a qui disent que ça viendrait de Kamb, parce que Wakam est un bas-fond, une cuvette. Au beau milieu de cette cuvette se cache un point sacré, un haut lieu des rituels traditionnels lébou, Sumpundianien, qui veut dire balanites des Diagnes. Comme le faisaient nos ancêtres, nous nous occupons de l'entretien et du fonctionnement de cet endroit sacré. C'est ici qu'on fait les rituels traditionnels, qu'on sacrifie les vaches. C'est ici Sumpundianien. Après, on va à la plage de Wakam où on fait les libations. Ensuite, on fait le tour du village avant de revenir ici pour les séances d'exorcisation. Le vieux Wakam, c'est au total 7 quartiers traditionnels. Penchemboul, créé vers le XIVe siècle, est le plus ancien. Les Lébous, par fidélité à leur passage au Kadior, où ils jouaient un rôle très important. Le Kangemboul, c'était un des premiers responsables au Kadior. Donc, quand ils sont venus ici, ils ont repris le même nom. Tous les chefs de concession se retrouvaient ici. Quand il y avait des différends dans les quartiers qui ne pouvaient pas se résoudre au niveau d'une concession, eux, ils se retrouvaient. Et donc, il faisait une justice de proximité. C'est le premier niveau pour la justice de proximité. Malgré son ancrage dans la tradition lébou, Wakam a très tôt eu une école, l'école Kher, actuelle Mamadou Diagne. Le matériau de construction est révélateur. C'est fait avec le basalte sorti des carrières de Wakam. Voilà. Le basalte a une histoire à Wakam. Donc ça a permis de construire un édifice aussi solide que ça. Les 2 classes plus la maison du directeur. La construction était achevée en 1915. Cette école aussi était fréquentée par les enfants, les fils des militaires français. Ce village traditionnel lébou a été pendant longtemps un village garnison. De nombreux camps militaires y ont été installés, dont le 7e Riaom. Tous les soldats de l'Afrique de l'Ouest recevaient leur formation ici. 7e RT, 7e régiment des tirailleurs sénégalais. Après, c'est devenu le camp Paul Lapeyre.
et maintenant la caserne Mam Bounama Fall. Aujourd'hui, de nombreuses cités modernes entourent ce village lébou, quartier général militaire. Ouakam, contrairement à Ngor ou à Yoff, a un accès assez éloigné à la mer, surplombé par les mamelles. Cette position stratégique fait le charme de ce village traditionnel lébou. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de week-end à toutes et à tous.